Vidéo numéro 8, on termine ce qu'on était en train de faire sur les hyperplans et les noyaux de forme linéaire non nuls. Je vous rappelle le théorème 5 qu'on a démontré dans la vidéo précédente. Une partie H de E est un hyperplan si et seulement s'il existe au moins une forme linéaire non nulle, telle que H soit égal au noyau de F. On avance, on en était à cette remarque ici, qui avait pour but donc de dire que si H était le noyau d'une forme linéaire F, alors la forme linéaire F n'est pas unique. Par exemple, si on prend G égale 2 fois F, évidemment, H est aussi égal au noyau de G. Être le noyau, c'est quoi? Appartenir au noyau, ça veut dire que l'application linéaire s'annule, la forme linéaire s'annule. Vous êtes bien d'accord que si j'ai l'égalité G égale 2F, F de x est nul si et seulement si G de x est nul. Donc, je vous ai bien montré que les noyaux de F et de G sont égaux. Vous voyez bien qu'il n'y a pas unicité. Ceci permet de faire la transition avec la proposition 15. Si f et g, soit f et g deux formes linéaires non nulles, alors le noyau de f et le noyau de g sont égaux si et seulement si il existe un lambda dans le cas tel que f égale lambda g. Vous voyez bien que cette proposition fait suite à la remarque qu'on vient de faire, puisque donc dans un sens, elle dit bien que à chaque fois que f et g sont liés par une expression de ce type, alors leurs noyaux sont égaux, et que réciproquement, surtout, c'est ça qui sera important, que si deux noyaux de forme linéaire non nulle sont égaux, forcément, les deux formes linéaires, on dira qu'elles sont proportionnelles, elles seront liées par l'égalité f égale lambda g. Du coup, ça nous dit bien, ça nous permet d'obtenir toutes les formes linéaires non nulles qui correspondent à un hyperplan. On a vu, je répète, un hyperplan, c'est forcément le noyau d'une forme linéaire non nulle, et cette proposition 15 nous permet de trouver toutes les formes linéaires non nulles qui conviennent. Le sens de la droite vers la gauche, le sens indirect est évident, c'est le même que celui qu'on vient de voir dans la remarque précédente. Si j'ai f qui s'écrit sous la forme lambda g, alors f de x est nul si et seulement si lambda g de x est nul. Là j'ai juste remplacé, et si et seulement si g de x est nul. La seule remarque à faire, c'est que cette équivalence est vraie ici, parce que lambda est non nul. Pourquoi lambda est non nul? Parce que, effectivement, là vous pourriez croire que lambda on l'a seulement pris dans le cas, mais en fait il est bien dans le cas étoile. À partir du moment où il existe un lambda dans le cas tel que f égale lambda g, lambda ne peut pas être nul, puisque si lambda était nul, f serait la forme linéaire nulle. Du coup, automatiquement, lambda est non nul. J'ai même pas besoin de le préciser ici, c'est automatique. Donc, du coup, ici, j'ai bien démontré que être dans le noyau de f équivaut à être dans le noyau de g. On passe à la réciproque, c'est surtout ça qui est important et difficile à démontrer. On suppose donc que le noyau de f et le noyau de g sont égaux, et on doit démontrer donc que f et g sont deux formes linéaires qui sont proportionnelles. Déjà, comme f est une forme linéaire non nulle, c'est important cette hypothèse de non nulle, ça veut bien dire qu'il existe un vecteur a tel que f de a soit non nul. Dire que f de a est non nul, c'est bien sûr équivalent à dire que a n'est pas dans le noyau de f. Mais comme f et g ont le même noyau, c'est notre hypothèse, on a aussi que a n'est pas dans le noyau de g. Autrement dit, je répète, a n'est pas dans le noyau de f, c'est équivalent à dire que f de a est non nul. A n'est pas dans le noyau de g, c'est équivalent à dire que g est non nul. Bon, ça c'est une introduction à notre démonstration, mais revenons à ce qu'on cherche à démontrer. Nous, ce qu'on cherche à démontrer, c'est que f est égal à lambda g. Plus précisément, on cherche à prouver l'existence d'un scalaire lambda tel que f égale lambda g. Pour trouver lambda, on aurait pu faire un raisonnement par analyse synthèse. Je n'ai pas trouvé indispensable de le faire ici, mais parce qu'on peut deviner facilement la valeur de lambda. Vous comprenez bien que si par exemple on faisait un raisonnement par analyse synthèse, on pourrait tout simplement évaluer cette égalité que je viens d'encadrer en A, et on trouverait automatiquement lambda. Lambda vaudrait f de a sur g de a. Bon, comme c'était particulièrement simple cette partie analyse, je n'ai pas fait sous forme de raisonnement par analyse synthèse, j'ai directement posé lambda égale f de a sur g de a, et je dois démontrer donc cette égalité. Quand je dis démontrer cette égalité, ça veut dire que je veux démontrer que cette égalité est vraie pour tout x. Là, cette égalité, pour l'instant, elle n'est vraie que pour A. Du coup, le but, c'est quoi?
si je veux démontrer que cette égalité est vraie pour tout x, je vais être obligé de prendre un vecteur x quelconque, et il va falloir que je réussisse à trouver une expression qui m'arrange pour ce vecteur x quelconque. Mais vous comprenez que comme car de f est un hyperplan et que A n'est pas dans le noyau de f, on peut appliquer une proposition, une des premières des propositions qu'on ait vues sur les hyperplans. C'était un corollaire, je crois. Il disait quoi? Il disait qu'à chaque fois qu'on a une droite vectorielle qui n'est pas contenue dans un hyperplan, elle en est un supplémentaire. Donc là, vec de A n'est pas contenu dans l'hyperplan puisque A n'est pas dans le noyau. Du coup, j'ai E égale car de f plus vec de A. Donc, maintenant je prends un vecteur x de E quelconque, il se décompose sous la forme h plus alpha A, avec h dans le noyau de f, et alpha A, évidemment, c'est la composante dans vec de A, donc ça veut dire avec alpha dans K. Maintenant, j'ai plus qu'à calculer f de x et g de x, et prouver que f de x et g de x sont égaux. Donc on y va, f de x, par linéarité, j'obtiens cette expression, et h est dans le noyau de f, donc f de h est nul, il y aura juste alpha f de A, et alpha f de A, je vous rappelle, f de A, c'était, d'après cette égalité-là, f de A vaut lambda g de A. Pour g de x, c'est encore plus facile, j'obtiens la même chose, g de h plus alpha g de A par linéarité de l'application linéaire G, de la forme linéaire G, et g de h est nul, pourquoi? Puisque h est dans le noyau de f, et la seule hypothèse, c'est que le noyau de f et le noyau de g sont égaux, donc évidemment, h, il est aussi dans le noyau de g. Donc j'obtiens cette expression pour g de x. Et donc là, on constate quoi? On constate que f de x, c'est bien égal à lambda g de x. Voilà, on peut terminer cette partie sur les hyperplans, juste en énonçant la définition 7. On appelle hyperplan affine de E tout sous-espace affine dont la direction est un hyperplan vectoriel. La prochaine vidéo terminera donc ce chapitre 18 sur les applications linéaires. Nous traiterons donc dans la prochaine vidéo les applications linéaires et les sous-espaces affines. Et je vous conseille, avant de regarder la prochaine vidéo, de relire ce qu'on a déjà vu sur les sous-espaces affines.